Depuis le 16 juin, les députés de la commission d'enquête consacrée à l'épidémie de Covid-19 auditionnent les acteurs de la crise sanitaire. Monde médical, mais aussi anciens ministres et directeurs généraux de la santé. LCP vous propose de revivre tout l'été ces auditions. Aujourd'hui, celle de Jean-François Delfraissy. C'est le président du conseil scientifique créé en réaction à cette épidémie de Covid-19. Les scientifiques ont-ils confisqué le pouvoir aux politiques? Le confinement était-il nécessaire? Craint-il une deuxième vague? Voici les questions au cœur de son audition. Monsieur le professeur, la mission, vous avez entendu, à la mi-avril, une date à laquelle on commençait à réfléchir aux conditions d'un futur déconfinement. 2 mois plus tard, nous avons jugé important de tirer avec vous un premier bilan de la crise sanitaire. Quel regard portez-vous sur le déroulé des événements et des décisions qui ont été prises, les conclusions qu'il faudrait en tirer en termes de moyens, d'organisation sanitaire, de mobilisation de la recherche, et enfin, comment peut-on anticiper les prochains mois, apprécier les risques d'un retour redouté de l'épidémie? Avant d'aborder ces questions et de vous donner la parole, je vais vous demander à tous les 4 de prêter serment. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous en remercie. Je rappelle que cette audition est publique, elle est diffusée en direct puis consultable en vidéo et fera l'objet d'un compte-rendu écrit. Monsieur le Président, vous avez la parole pour un propos liminaire, que je vous ai demandé court, qui précédera notre échange sous forme surtout de questions-réponses. Merci. Raisonnable. Je suis sûr qu'il y aura des questions sur les masques. Je me présente, Jean-François Delfraissy, je suis professeur d'immunologie. J'ai passé la plus grande partie de ma carrière à diriger et à être dans la lutte contre le VIH-Sida, à diriger l'Agence nationale de recherche sur le sida, puis l'Institut de maladies infectieuses. J'avais été nommé délégué interministériel de la lutte contre Ebola, et dans la construction de la réponse aux crises, j'avais été à l'origine de la construction de Reacting, cette structure qui est une structure de recherche pour répondre aux crises sanitaires. J'ai souhaité venir avec 3 membres du conseil scientifique pour bien indiquer que ce conseil scientifique n'était pas le conseil scientifique du président du conseil scientifique, mais que c'était une œuvre commune, multidisciplinaire, j'y reviendrai, avec, je dirais, une construction humble, parce que sur des sujets difficiles et qui restent avec plein d'inconnus, au service du citoyen, et avec une certaine forme, finalement, d'essayer, en tout cas d'avoir eu une intelligence collective qui se construit à plusieurs et non pas à tout seul. Alors, je voudrais discuter avec vous en préliminaire de 5 points qui sont les suivants. Le premier, qui sommes-nous? Le deuxième, comment nous avons fonctionné? Le troisième, nos relations avec les agences, les institutions, nos collègues étrangers. Le quatrième, les relations avec le politique. Et le cinquième, ce que nous ne sommes pas et n'avons pas été. Sur le premier point, qui sommes-nous? Donc, vous avez rappelé notre création sous la forme d'un objet non identifié le 11 mars. Je dis non identifié parce que ne reposant pas sur quelque chose, sur un décret, mais seulement sur une nomination, et elle a été confirmée ensuite dans le cadre de la loi de crise d'urgence. Comment on en était arrivé là? Moi-même, je reconnais volontiers que je n'ai pris conscience de la gravité de la crise que relativement tardivement, qu'aux alentours du 20 février, à la fois d'un retour d'une grande réunion qui avait eu lieu à l'OMS, où j'étais d'ailleurs non pas sur la crise sanitaire, mais sur la vision éthique de cette crise sanitaire. J'avais été frappé surtout par le fait que les Chinois ne disaient rien, et que donc s'ils ne disaient rien, c'est qu'ils nous masquaient un certain nombre de choses. Il y avait par ailleurs les données italiennes, il y avait les données de nos collègues réanimateurs qui commençaient à s'accumuler, et puis les premiers contacts avec les modélisateurs. À partir de là, j'avais donné un signal d'alerte à l'Élysée, à la nouvelle conseillère santé à l'époque qui venait d'arriver, et ça aboutit à la création d'une réunion de 23 scientifiques, dont un certain nombre d'entre nous, le 5 mars,
et puis à la constitution du comité scientifique ensuite. Ce comité, il est multidisciplinaire. C'est ce qui fait la richesse du groupe. Il y a à la fois des virologues, des spécialistes de maladies infectieuses, une réanimatrice qui est avec nous aujourd'hui, des modélisateurs, des gens de santé publique, mais aussi j'avais souhaité qu'il y ait des membres de sciences humaines et sociales, parce qu'on sait tous qu'une crise sanitaire, elle est sanitaire au début, qu'elle devient rapidement politique et qu'elle finit toujours en sociétale. Et j'avais souhaité aussi, et elle est arrivée secondairement, qu'il y ait un représentant de la société civile, et donc une représentante qui est la vice-présidente de la société, de l'association ADT Quart Monde. Qui a choisi les membres? Ça s'est fait très vite. Hein. Ça s'est fait le 10 et le 11, d'une discussion entre le ministre de la Santé, la conseillère santé à l'Élysée et moi-même. On a donné un certain nombre de noms, on a regardé. Il y a des personnes que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Lila, et ça a été vraiment une superbe découverte. Je ne connaissais pas non plus d'autres membres, et inversement, je connaissais d'autres membres sur lesquels m'appuyer, bien sûr, Bruno, bien sûr, et Arnaud Fontanet également. Donc c'est un mélange entre les propositions que j'ai pu faire et celles du ministre de la Santé et de la conseillère santé de l'Élysée. Donc ce comité est très multidisciplinaire, et disons-le, un comité d'experts auprès du gouvernement qui est là pour éclairer les décisions gouvernementales, et je ne le redirai jamais assez, c'est le gouvernement qui décide. Et ce qu'on a pu lire à une certaine époque dans les journaux, qu'il y avait un troisième pouvoir sanitaire en France, voilà, c'est une vaste blague, comme on a eu de vastes blagues des médias pendant les 3 mois qui viennent, et c'est bien sûr, ce sont des décisions qui sont des décisions gouvernementales. Comment avons-nous travaillé? C'est plus de 100 réunions en 3 mois. Toutes par téléphone. On a rapidement quitté l'audio parce qu'on s'est retrouvé finalement avec des utilisations de vidéos où des amis à nous retrouvaient et entendaient ce qu'on disait. Donc on est revenu à des conférences audio, une par jour, souvent une le soir, le week-end. Ça aboutit à des décisions qui sont des décisions collégiales. Collégiales parce que on part d'une idée, chacun a son idée, avec une fois de plus des spécialités différentes, et on construit quelque chose de commun. Alors, c'est pas nouveau, hein, c'est pas le comité scientifique Covid français. D'abord, il y a de nombreux comités scientifiques du même modèle qui se sont faits à l'Europe. Et par ailleurs, ce mécanisme de construction commune est quelque chose qui existe en médecine. Je sais souvent qu'on parle des mandarins et de la décision top-down, mais finalement, ça a beaucoup changé au cours des 15 dernières années. Et la majorité, finalement, des décisions en médecine se prend à partir d'une décision qui est commune et d'une construction commune. On a souhaité avoir des avis et des écrits, on a souhaité la transparence, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, et nos avis ont été toujours donnés, avec un certain décalage parfois, un peu trop long parfois, mais ils ont été toujours donnés au public. Donc ce mode de travail est un mode de travail qui peut paraître original, mais il ne l'est pas. En fait, c'est le mode de travail de la médecine moderne, d'une construction qui n'est pas, et de la science moderne, d'une construction pour prendre les décisions qui se construit à plusieurs et qui s'appuie sur l'interdisciplinarité. Donc il y a une dynamique de groupe qui s'est créée. Je dois dire que je les remercierai à la fin, mais on a eu un comité scientifique de haut niveau, hein, ils sont tous de haut niveau scientifique et médical, et qui a pleinement joué le jeu, alors qu'ils avaient plein d'autres choses à faire, soit dans le soin, et dans le soin difficile qu'on a connu, soit dans la recherche, il y avait des choses pointues qui devaient sortir. On a nous-mêmes construit un règlement intérieur qui a été mis en place dès la fin mars, début avril, et l'ensemble des membres a bien sûr déposé des DPI, au cas où un certain nombre de membres avaient des liens d'intérêt, et au cas où ces liens d'intérêt auraient pu avoir une importance sur pas des décisions une fois de plus, mais sur des éclairages que nous pouvions apporter, eh bien un déport était prévu, mais vous verrez tout à l'heure qu'on n'a pas pris parti sur les aspects thérapeutiques. 2 grands moments, je dirais, dans la vie du comité. Les avis 1, 2, 3, 4 qui étaient autour du confinement, ses conséquences, et on a été vraiment dans quelque chose qui nous a nous-mêmes sidérés. Hein.
comment on aide finalement des décisions gouvernementales à prendre une décision aussi difficile que le confinement généralisé. Je l'ai dit, je vous le répète devant vous, je n'ai pas dormi pendant 3-4 nuits à la suite de ça. C'est-à-dire c'est aucune certitude. C'est quelque chose de très difficile pour aider à prendre cette décision, notre âme et conscience, quelque chose qui ne s'était jamais produit. Donc ça, c'est une première série d'avis. Une deuxième série d'avis qui est beaucoup plus, et vous l'avez rappelé, de type de décision stratégique, de vision stratégique où nous allons, c'est-à-dire une fois la phase d'avoir aidé à cette décision, le confinement était là, comment on s'organise? Et comment on s'organise mieux pour sortir du confinement, pour avoir une période post-confinement et pour éviter de retomber dans le confinement, qui serait totalement une décision, qui serait une porte de sortie que nous n'envisageons pas. Et donc cette vision stratégique, elle est autour finalement d'une réflexion de santé publique. Alors c'est l'avis 6 qui est sur le déconfinement, quels outils, quels prérequis, et aboutissant finalement à une proposition de notre part de date pour début mai. Le président de la République a ensuite tranché autour du 11 mai. Et c'est l'avis 7 qui est le dernier. Et après le déconfinement, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui vont venir? Quel scénario, avec les 4 scénarios que nous envisageons, et quel plan de préparation et de prévention est à mettre en place dans justement cette période un peu plus calme dans laquelle nous sommes rentrés. Autour de cela, on a à chaque fois insisté sur l'aspect de gouvernance. Qui est le pilote dans l'avion durant toute cette période? Ce n'est pas seulement le fait de décider, mais c'est ensuite de rendre au niveau opérationnel, par l'ensemble des services de l'État, les grandes options qui ont pu être prises. Et j'insiste sur ce point parce que ça reste une question d'actualité. Et je dois dire que sur les aspects opérationnels qui n'étaient pas notre problème, on avait vu arriver avec un bonheur sans nom la mission Castex pendant un mois, où nous avions en face de nous du répondant, entre guillemets. On posait des questions, on soulevait une série de problèmes, et on avait des éléments de construction de réponse. Et un des éléments essentiels durant l'été va être que dans le post-mission Castex, cette gouvernance à la fois entre le central et le régional, le central et les territoires, puisse se faire avec plus de fluidité qu'elle ne s'est faite jusqu'à maintenant. Le troisième point, c'est la relation avec les autres comités scientifiques, enfin les agences, et puis les différentes structures académiques qu'il peut y avoir. En effet, pourquoi cet objet nouveau du comité scientifique, alors que la France a une série d'agences sanitaires? Pourquoi? Au nom de quoi? Est-ce que c'est pas nous qui avons demandé à être dans un comité scientifique, on nous a nommés. Mais on s'est quand même posé la question de ne pas apparaître comme un élément de surcouche, à la française. Vous savez qu'on adore ça. Bon. Et donc, dès le début, en tout cas, on a souhaité avoir de l'interaction. Avec Santé publique France, on a proposé à Santé publique France d'être un observateur permanent, et ils sont à peu près venus à beaucoup de nos réunions. Le Haut Comité de Santé publique, et j'ai demandé personnellement à son président de faire partie, il a été nommé comme membre du comité scientifique, et puis bien sûr la recherche avec Yazan Yezampana qui pilotait Reacting. Donc l'enjeu général de la part de nous tous au sein du comité n'était pas de dire on est le comité, so what, circuler, il n'y a rien à voir. C'était pas ça du tout l'objet. L'objet était de dire qu'est-ce qu'on pouvait apporter de plus par rapport à ce que n'apportait pas, ou en tout cas apporter insuffisamment finalement les agences. Deuxième élément, on a essayé d'avoir des relations avec les académies, médecine, sciences, avec l'ensemble des réseaux de sociétés savantes. On a passé beaucoup de temps à leur expliquer qui on était, qui on faisait, un peu ce que je suis en train à leur poser des questions, à leur demander sur des éléments de sciences supplémentaires, par exemple, le virus et l'environnement avec le CNRS, le virus et le climat, où on a fait venir, on avait des dialogues avec un certain nombre de grands scientifiques qu'on invitait à nos réunions téléphoniques, et puis une série de relations avec des homologues étrangers, puisque avec des modèles différents selon les pays, en fonction de la culture, de leur histoire et de plus ou moins grande capacité à faire du fédéralisme ou du centralisme à la française, eh bien globalement partout, il y a eu l'équivalent de comités scientifiques au nôtre. Relation avec le politique. C'est une crise sans précédent. Moi, j'ai vécu déjà des crises très difficiles,
On l'oublie, hein, mais le VIH-Sida, quand j'avais 35 ans ou 40 ans de moins, a été une crise très difficile également. Ebola a été une crise très difficile, mais vous en êtes très peu aperçu en métropole et en France, mais ça a été une crise très difficile en Guinée. Hein. Donc j'ai vécu déjà des crises difficiles. Très honnêtement, un impact aussi brutal que cette crise, je ne l'avais jamais eu. Par sa rapidité. Tout s'accélère, et on a l'impression qu'en crise sanitaire, ça s'accélère aussi dans une certaine façon. Alors, ce comité, par rapport aux politiques, on a été nommé par les politiques. Et inversement, on a tous passé notre temps à dire que la décision était du politique et qu'on était là seulement pour l'éclairer. Et on a essayé de garder une autonomie et une indépendance avec un équilibre, évidemment, qui est difficile à trouver, mais je pense qu'il a été en partie trouvé. C'est un éclairage d'experts indépendants sans notion de hiérarchie. On appartient tous à des structures diverses. On n'avait pas à rendre compte, si vous voulez, comme un directeur d'agence sanitaire ou comme un directeur de grande administration. On était indépendant. Et vous savez qu'en plus, dans le modèle français, le milieu médical est un milieu très indépendant, parfois trop d'ailleurs, hein, parfois trop. Mais, et donc il y a une indépendance de pensée et de liberté de ton qui n'est pas celle, évidemment, d'un grand directeur d'agence. Parce que nous n'étions rien finalement. Nous n'étions qu'un groupe d'experts qui se réunissaient tous les jours. Donc une parole libre. Alors c'est des mondes différents hein, entre science et politique. C'est comment fait-on comprendre aux politiques que le doute et l'incertitude font partie intégrante de la science. Et qu'on avance en science que si on a des doutes et de l'incertitude. C'est incompatible. Quand on vous dit, mais j'ai besoin de savoir, évidemment, pour décider, pour prendre des décisions. Et pourtant, le doute et l'incertitude sont un élément essentiel. S'il n'y a plus de doute et d'incertitude, il n'y a plus de science. Que le temps de la science n'est pas le temps médiatique, surtout avec les médias actuels et le barnum médiatique que nous avons pu avoir pendant 3 mois. Que le temps de la science n'est pas le temps du politique non plus. La science prend du temps. On ne construit pas des essais thérapeutiques contrôlés sur une période de 15 jours. On ne construit pas une vision de ce qu'est la réaction immunitaire très particulière de ce virus en donnant des résultats à 15 jours. Et le politique, pourtant, attend des résultats à très court terme. Donc c'est intéressant, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais dans la construction même de la relation entre science et politique, et de s'interroger si en France, cette question-là a été réellement mise à plat au cours des 20 dernières années, je n'en suis pas certain. Je n'en suis pas certain. Et c'est une vraie question, peut-être, non pas pour, une fois de plus, se substituer. Hein, il y a la science, elle est plus large que la crise sanitaire. Mais dans la relation qu'il peut y avoir, d'échanges fructueux qu'il peut y avoir, il y a probablement le modèle du conseil scientifique, en tout cas, mérite d'être poursuivi d'une certaine façon ou d'être réfléchi. Alors, il n'y a pas de troisième pouvoir médical, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Globalement, cette relation délicate avec le politique s'est faite, je pense que les membres du conseil scientifique sont d'accord avec moi, dans un climat de confiance. Hein, on essaie en permanence de me faire dire que ça s'est mal passé avec le pouvoir politique. La réponse est non. Hein, il y a eu un climat de confiance qui s'est installé. Avec, d'une part, les conseillers de Matignon et l'Élysée, avec qui il y avait des liens journaliers, plurijournaliers. On leur a donné des signaux avec des notes informelles, des choses des coups de fil, enfin des choses que vous pouvez comprendre hein, dans une situation de crise pareille. Une réunion au plus haut niveau avec le PR et le PM tous les 15 jours, encore plus proche dans les 3 ou 4 premières réunions, mais qui ensuite s'est poursuivie, avec pas toujours tous les membres du comité scientifique, certains au début par vidéo, ensuite de nouveau en face-to-face à l'Élysée, avec des notes et des avis publics où nous avions tous souhaité avoir une transparence vis-à-vis de nos concitoyens. Car finalement, le rôle du conseil scientifique, c'est bien sûr d'éclairer le politique, mais c'est aussi d'éclairer, dans une certaine mesure, le citoyen. Notre objectif, on n'avait rien à y gagner, on n'a qu'à y perdre, on passe devant vous, là, et on va avoir probablement toute une série de questions. Mais notre rôle, et c'est normal d'ailleurs, mais notre rôle, c'était finalement d'apporter quelque chose. Hein, je suis médecin, moi.
J'avais une consultation encore juste le 11 mars. Hein. C'est pas parce qu'on ne me voit pas en blouse blanche que je ne suis pas médecin. Hein. Notre rôle est d'apporter ce que nous pouvions faire de mieux pour le citoyen. Alors, des propositions ont été globalement plutôt acceptées. Il y a eu des positions divergentes sur les écoles, par exemple, sur une proposition du comité scientifique sur le comité de liaison citoyenne, où moi je pensais qu'il semblait qu'on avait pris une série de décisions très top-down au début, et c'était assez logique de la part du politique, mais qu'ensuite, sur aborder les problèmes de suivi de confinement, de déconfinement, de post-confinement, un dialogue avec la société civile aurait été intéressant avec la nomination d'un comité citoyen. Le politique ne nous a pas suivis là-dessus. Je leur ai dit qu'ils avaient tort et que je le regrettais. Et je pense qu'ils ont eu tort parce qu'un dialogue sur ce que pensait la société, la construction au moment du déconfinement, aurait probablement apporté quelque chose. Néanmoins, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une petite musique dans l'ensemble des avis, qui est que les avis du Conseil scientifique ont donné finalement une responsabilité à chacun des individus. Sur une série de décisions, vous êtes responsable de la décision que vous prenez. Vous êtes responsable de remettre vos enfants à l'école ou pas. Vous êtes responsable, si vous avez plus de 70 ans, de rester un peu plus confiné ou pas du tout. Alors je sais qu'on m'a fait dire que j'avais souhaité que tous les personnes de plus de 70 ans soient confinées. Non, c'était une recommandation. N'oublions pas quand même que 85% des décès sont chez plus de 70 ans. Hein. On l'a su un peu au début, beaucoup à la fin, et ça reste vrai, ça reste une question pour la suite. Le fait d'avoir stop Covid ou pas stop Covid avec soi, le fait de choisir le lieu d'isolement quand on est dépisté positif actuellement, dépisté avec un diagnostic d'infection, chez soi ou dans une autre structure, eh bien c'est du fait de la responsabilité citoyenne. Et je pense que ce message-là, porté par le Conseil scientifique, nous l'avons mis comme une petite musique et nous avons convaincu le gouvernement de le porter également. Alors, dernier point, et je m'excuse, je suis un peu long, et je termine là-dessus, ce que nous ne sommes pas et ce que nous n'avons pas été. Alors, premièrement, une instance de décision. QS, que j'ai déjà raconté, nous avons été une instance éclairant le gouvernement, ce sont des décisions politiques et gouvernementales. Nous ne sommes pas une instance pérenne, nous ne sommes pas une agence. On a un début, une fin. On va disparaître le 9 juillet, on aurait même souhaité disparaître avant, mais la loi ne nous permet pas de le faire. Hein. On aurait souhaité disparaître avant parce qu'on pensait que là, maintenant, l'ensemble des instances de l'État, je dirais, étaient en route, étaient en ordre de marche, et que, somme toute, notre rapport était maintenant plus limité, sauf peut-être sur un point qu'on discutera à la fin si on a le temps, sur qu'est-ce qu'on pense sur une deuxième vague. Hein. Et peut-être c'est un des points. Nous ne sommes pas et nous n'avons pas été une instance opérationnelle. Hein. Aucune action directe sur la commande des tests, sur la mise en œuvre des recommandations. Ça s'est appuyé sur le Haut Comité de santé publique, ça s'est appuyé sur les différentes directions sanitaires de l'État, mais nous n'avions pas en aucune façon un pouvoir. On était là pour indiquer ce qu'il fallait faire, mais pas le pouvoir de passer les commandes ou d'orienter vers tel ou tel type de direction. Hein. Par contre, comme je l'ai dit, on a pris à plusieurs points des avis un avis très clair sur une clarification de la gouvernance. Quel est le pilote dans l'avion entre le central et les territoires, la répartition de ce qui se fait au niveau des ARS, qui pilote sur un certain nombre de grandes directions. Et avec donc ce mois très particulier, je dirais, d'interaction avec le groupe Castex. Enfin, dernier point, nous n'avons pas eu à nous occuper de recherche ni de thérapeutique. Alors je sais que ça peut paraître curieux, parce qu'un certain nombre d'entre nous, dont moi le premier, sommes des spécialistes du médicament. Vous savez qu'il a été créé un deuxième comité, le comité CARE, dirigé par Françoise Barré-Sinoussi, que vous aurez probablement l'occasion d'entendre, qui était là pour à la fois faire une série de recommandations sur des aspects de recherche, je dirais, de basic science proprement dit, mais aussi d'essais cliniques et d'essais thérapeutiques.
Et somme toute, nous sommes restés, et vous pouvez regarder l'ensemble de nos avis, nous n'avons pas pris parti, nous sommes restés dans une attitude de dire, voilà les outils que nous avons en face de nous, nous considérons, et nous le considérons toujours d'ailleurs, qu'il n'y a actuellement aucun médicament qui a fait la preuve de son efficacité, que nous n'avons aucun vaccin disponible. So what, dans ces conditions, quel type de préconisation en termes de santé publique nous pouvons faire? Donc voilà. Enfin, pour terminer, je dirais que durant toute cette période, il y a une évolution des connaissances et c'est normal. Ce virus est un virus très difficile et je parle sous le contrôle d'un des spécialistes mondiaux avec Bruno. Mais c'est un virus, j'ai dit c'est un virus vache ou quelque chose comme ça lors d'une intervention. Je maintiens ma position, même si elle n'est pas tout à fait politiquement correcte. Il y a eu une évolution des connaissances qui peut expliquer certaines difficultés que nous avons eues, voire même certains changements que nous avons pu avoir. Hein. Et après tout, ne pas changer en science, ne pas changer en décision, on ne peut pas changer tous les jours. Mais ne pas tenir compte de l'évolution des connaissances, est-ce aussi raisonnable? On peut dire qu'il n'est pas raisonnable de changer tout le temps, mais il n'est pas raisonnable de ne jamais changer, hein, en tenant compte des connaissances. Comme juste exemple, hein, je vous dirais sur la transmission et la transmissibilité, l'histoire progressive de la construction des gouttelettes, l'histoire des lieux particuliers où on peut, ce qu'on appelle les lieux 3C, les lieux confinés, les lieux de foule, les espaces fermés, les contacts étroits qui restent totalement d'actualité. Il a fallu le construire. Enfin, vous savez que les derniers points montrent quelque chose d'assez inattendu, la notion de super-contaminateur et de super-disséminateur, qui ferait que peut-être l'ensemble des visions qu'on a pu avoir sur quelqu'un qui est infecté et qui infecte à X personnes, elle est peut-être battue en brèche par quelques super-contaminateurs. Ce seraient eux qu'il faudrait, dans une certaine mesure, pouvoir dépister. Donc, et l'histoire n'est pas finie. L'immunité en population, quelle fraction de la population a fabriqué une immunité de type anticorps, par exemple? On est parti avec l'idée qu'on serait peut-être à 30-40% des travaux, dont beaucoup de travaux d'Arnaud d'ailleurs, ont montré progressivement, avec des travaux internationaux, qu'on était à 10%, 8-10%. On n'avait pas du tout ça début mars. On pensait avec l'idée que cette immunité de population serait plus importante. La signification même des anticorps, où on s'est posé à un moment donné, si la présence d'anticorps voulait dire qu'on avait été en contact ou si on était en partie protégé. Hein, la question c'est probablement plus clarifié maintenant, on pourra y revenir si vous voulez. Et enfin, la relation entre enfant et virus a changé aussi par rapport à ce qu'on connaissait au début de l'épidémie et à la fin. Donc j'ai terminé, juste pour vous dire que si on a du temps tout à l'heure, il faudra que peut-être il y en ait une question sur notre vision durant l'été et notre vision sur la phase de l'automne, hein, où on est assez clair. Et puis, je voudrais remercier, d'une part, et j'en profite puisqu'on est à l'Assemblée nationale, l'ensemble de nos concitoyens qui a vécu une période extrêmement difficile. Hein, je me vois encore là dans ce... vraiment autour du 17-18 mars, Paris s'éteindre. Je l'ai dit de mon balcon, et à la fois... Moi, j'ai toujours fait confiance dans les Français pour les grandes décisions. Ils ont été finalement vraiment très bons élèves, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Beaucoup mieux qu'on ne veut bien le dire, beaucoup mieux. Hein. Et je les en remercie parce qu'ils ont contribué à faire un choix sanitaire et à protéger, dans une certaine mesure, les plus anciens. Et puis, bien sûr, vous comprendrez que je remercie l'ensemble des membres du comité scientifique qui a fait un job d'enfer alors qu'ils avaient, je dirais en termes quantitatifs, le qualitatif, je vous laisserai juger. Mais en termes quantitatifs, plus de 100 réunions, pas de week-end, samedi, dimanche, la production d'un certain nombre de notes, et puis aussi de notre jeune stagiaire de Sciences Po, Kenza, qui nous a beaucoup accompagnés là-dessus, qui était venu au comité d'éthique pour travailler je ne sais pas sur quoi, et qui, le vendredi 13, je lui ai dit, Kenza, est-ce qu'il y a des trains, est-ce que tu sais prendre les trains qui passent? Elle m'a dit oui, et elle n'a pas arrêté de travailler avec nous. Merci Kenza. Merci, Monsieur le Président. Alors, avant de passer la parole à Monsieur le rapporteur, je vais vous interroger sur 2 points. De manière rétrospective, l'OMS déclarait le 30 janvier 2020 l'urgence de santé publique de portée internationale.
Considérez-vous que l'installation du conseil scientifique dont vous venez de nous expliquer à la fois le fonctionnement et la teneur et les décisions, le 11 mars est intervenue suffisamment tôt? Ensuite, le 20 mars, vous déclariez dans un entretien dans le journal Le Monde que si la France n'avait pas suivi une stratégie de dépistage aussi active que dans d'autres pays comme la Corée du Sud ou l'Allemagne, c'est, je vous cite, « tout simplement parce que nous en sommes incapables. Auriez-vous préconisé un dépistage systématique de la population si nous en avions eu les moyens? Et est-il aujourd'hui avéré qu'une telle politique aurait permis de ralentir significativement l'épidémie ?» Puis ensuite, sur les tests dépistage, tout à l'heure, je laisserai Bruno répondre. Sur la date de l'installation, c'est très difficile. Je vous ai expliqué que moi-même, je m'étais réveillé, si je puis dire, relativement tard, hein, autour du 20 février, associant sur 4 points, cette réunion à l'OMS à Genève qui m'avait beaucoup troublé, alors que j'étais, pour les considérations éthiques en tant que président du Conseil national d'éthique à l'époque, de l'épidémie, mais j'avais été très frappé par le fait que les Chinois ne répondaient absolument à aucune question, je dirais de façon sérieuse, alors qu'il y avait les 60 experts mondiaux de situation de crise qui étaient rassemblés. Le deuxième élément, c'est ce qui se passait en Italie. J'ai beaucoup de copains en Italie du Nord, contrairement à ce qu'on a, la présentation de l'Italie, pays moins développé sur le plan médical que la France, c'est entièrement faux. Ils ont des équipes qui sont de très haut niveau et le fait est de très très haut niveau. Ils ont même une interaction avec les États-Unis qui est bien meilleure que la nôtre. Et le fait qu'ils soient dépassés avec une série de coups de téléphone que j'avais donnés m'a fait dire que, voilà, s'ils étaient dépassés, on serait dépassés. Bon. Le troisième élément, c'était les premiers retours de nos collègues réanimateurs, et Lila vous dira tout à l'heure que la situation était déjà très tendue à partir de fin mars, de fin février, était anormalement tendue en tout cas. Et puis le quatrième élément était les premiers contacts avec les modélisateurs, qui sont un des éléments, on y reviendra, hein, on ne doit pas les prendre pour argent comptant, mais on doit également les écouter, hein, et les confronter à la réalité du terrain. Donc tout ça pour dire que oui, il aurait, je ne sais pas en tout cas si le Conseil... Et est-ce que nous aurions même été nommés 3-4 jours ou 5 jours avant, est-ce que nous aurions été capables, je dirais, de transmettre des informations suffisamment fiables, solides et appuyées pour que le pouvoir politique prenne une décision de ce type, hein. C'est pas facile, hein. Ça ne s'est jamais produit, hein. Si on regarde les dates au niveau européen des différents pays en termes de confinement, vous voyez que la France voilà, se situe à un niveau, je dirais, intermédiaire. Bon, donc, et en plus, n'attendons pas non plus du comité scientifique. On avait une série d'agences en France aussi qui étaient déjà présentes, hein. Donc, voilà, je ne peux pas aller plus loin. Sur le problème du dépistage, oui, non, ce que j'ai voulu indiquer, mais on vous le redira tout à l'heure, c'est que on a appris, hein, quand on était à l'Élysée le 12, et entre nous, parce que Bruno nous a donné un certain nombre d'informations, que le nombre de tests de diagnostic RT-PCR disponibles et réalisés chaque jour à ce moment-là était de l'ordre de 3 à 4 000. Bon. Ce qui était, alors que même, on avait des données qui montraient qu'en Allemagne, le nombre de tests était déjà plus important depuis plus longtemps. Donc, y compris dans la stratégie à avoir. Alors on peut dire il faut hurler, dire qu'il faut beaucoup plus de tests. On l'a fait, hein, on a demandé qu'il y ait plus de tests. Et on s'en est même occupé avec Bruno. On a été un tout petit peu opérationnel à ce moment-là. Mais il faut aussi voir la réalité de ce qu'on était. On avait la capacité de faire 3 000 ou 4 000 tests à ce moment-là. Donc c'est ce que j'ai voulu indiquer en disant qu'il y avait une stratégie qui avait été montée pendant le mois de janvier et le mois de février, qui ne laissait pas une place à l'utilisation des tests de façon plus globale que le tracing des clusters qui avait été parfaitement fait,
et qui ne s'était pas répandu de façon plus large dans la population. Et enfin, Arnaud vous dira sûrement tout à l'heure que tout ça s'est joué quand même à peu de choses, que de toute façon nous aurions eu la pandémie en France, mais qu'elle aurait été peut-être moins importante si on n'avait pas eu l'épisode de Mulhouse, lié probablement à des effets de supercontamination qu'on ne connaissait pas bien à l'époque. Et puis je vous rappelle quand même, c'est quelque chose de très très particulier sur lequel on n'a pas de vraie compréhension, qu'en France, comme d'ailleurs vous prenez en Allemagne, comme en Angleterre, comme en Italie, comme en Espagne, on parle d'Espagne, de France, etc. Mais c'est totalement faux. On voit bien qu'en France, il y a 4 grandes régions qui font 70% de la mortalité. C'est la même chose d'ailleurs en Angleterre, c'est la même chose en Italie, avec cette différence entre le nord et le sud. Donc il y a bien des choses qu'on ne comprend pas bien, hein, qui peuvent être, on y reviendra tout à l'heure, et qui montrent qu'il y a des hétérogénéités régionales qui se sont produites, qui ne se seraient probablement pas restées là, où l'épidémie aurait été sur l'ensemble, mais où le confinement a permis de les bloquer à ce niveau-là. Mais pourquoi y avait-il ces disparités initiales au niveau région, en France comme ailleurs? C'est des vraies questions autour des villes, etc., qui sont des vraies grandes questions et qui dépassent le sanitaire. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, d'abord, est-ce que vous avez vraiment en conscience, peut-être une question difficile ou incongrue, le sentiment de l'utilité de ce conseil scientifique? Dire cela, c'est poser la question de la comparaison avec des situations internationales. Est-ce qu'une instance analogue a existé, a été mise en œuvre dans cette situation de crise dans d'autres pays? Une question aussi sur la concurrence, la compétition, ou du moins, plus prosaïquement, la coexistence avec des autorités sanitaires qui étaient des institutions sanitaires qui étaient déjà installées et dont on a eu un peu le sentiment de la disparition ou quelque part de la confusion. Le Haut Conseil de la santé publique, la Haute Autorité de santé, vous évoquiez la création du comité CARE. On a eu un peu le sentiment que ces instances se multipliaient, qu'on en créait d'autres pour coordonner la coordination et que cela a créé sans doute une forme aussi de confusion. Et on en vient, et vous l'avez posé vous-même, sur la question de la gouvernance. De la gouvernance peut-être au niveau central, mais également de la gouvernance territoriale. Et je le dis là aussi en tant qu'élu local, on a eu sur le terrain le sentiment, je présidais longtemps un département, j'y suis encore, notamment sur la question des EHPAD, qui avait un énorme déficit de gouvernance pendant plusieurs semaines. Sur les EHPAD, on n'a pas eu, les instructions ont fait défaut, les équipements aussi, la position des ARS n'était pas claire. J'ai vécu personnellement 39 morts dans un établissement à Mougins, où le président du département a demandé la fermeture de cet établissement, où l'ARS s'y est opposée. Donc on a eu aussi ce sentiment, et j'aimerais avoir votre position sur la pertinence aujourd'hui de ces instances régionales, et, ces autorités qui sont loin aussi de la proximité dans une période de crise. Donc on a un échelon national qui fixe une stratégie, on a un échelon local qui est censé la mettre en œuvre, mais on a cette difficulté. Et puis, pour conclure mon propos, mais nos collègues vont poser beaucoup de questions, j'ai été marqué par votre interview, d'autres ont été cités, du 7 juin dans le JDD. Où le titre, mais ce n'est pas peut-être votre parole, c'est souvent la règle chez les journalistes, et nous le savons bien ici, disait « Laissons les gens vivre ». Bon. Et on comprend ce message. Mais ce qui m'a frappé dans cette interview, vous rappeliez les journées difficiles, vous l'avez fait, 12, 13 et 14 mars, c'était sur la position et la décision du confinement. Vous indiquiez l'avoir proposé, je vous cite, « Nous assumons le fait d'avoir proposé le confinement dans ces 3 journées difficiles. Ce n'était pas notre décision, car elle appartient en politique, et vous l'avez rappelé. Et là, je crois qu'on est au cœur de tout ce qui finalement doit nous guider. Et vous dites, ce n'était pas une bonne décision, mais la moins mauvaise. Étant donné les outils que nous avions, et vous rajoutiez 3000 tests par jour, quand les Allemands en avaient plus de 50 000.
Donc, en conscience aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que ce confinement aurait pu être évité, et est-ce qu'il pourrait être évité si par malheur, demain, à l'automne ou plus tard, une deuxième vague de même ampleur ou plus forte venait à arriver? On a vu dans l'histoire ancienne, et je ne sais pas si la comparaison a une valeur scientifique, vous pourrez nous le dire, mais on évoquait la grippe espagnole qui est revenue, et où la deuxième vague a été plus violente. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous soyons prêts sur les équipements de protection, sur les tests, sur les masques, sur le dépistage, sur la capacité d'accueil en service de réanimation. Voilà, cette mauvaise décision, mais la moins mauvaise, comment on peut la transformer avec une gouvernance renouvelée en bonne décision. Merci en tout cas de votre présence ici. De répondre aux deux premières questions, puis je laisserai peut-être Arnaud Fontanet parce que il faut qu'on alterne, que vous voyez une fois de plus que nous avons une construction commune, vous répondre sur le confinement. À la fois, y avait-il d'autres décisions possibles, et qu'est-ce que nous envisageons si on devait avoir une deuxième vague. On l'a déjà un peu annoncé dans notre avis 7 sur les scénarios, mais on va y revenir. Alors, sur l'utilité du conseil scientifique, écoutez, moi, c'est très difficile, on fait partie du conseil scientifique. Hein. Bon, mais moi, vous savez, ma carrière, elle est faite. Hein. Bon, je suis un vieux monsieur. Hein. Bon. Donc, je me protégerai, d'ailleurs, s'il y a une deuxième vague. Hein. Ce que j'ai dit par rapport à mes petits-enfants, puisque je vois que vous lisez, je l'ai tenu. Hein. Pour l'instant, je les ai vus à travers le balcon ou loin, mais je n'ai pas eu de déjeuner de famille encore. Bon. C'est toujours extrêmement difficile. Si finalement, c'est pas qu'on va justifier, on a été créé, il y a trois éléments sur lesquels j'ai déjà insisté. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de dépendance hiérarchique des membres du conseil scientifique par rapport aux ministres, par rapport à l'autorité politique et par rapport aux grandes instances. Ce qui laisse une liberté de parole qui est quelque chose d'essentiel. Le deuxième élément, c'est la multidisciplinarité, qui n'est pas si évidente dans la construction française, y compris dans les aspects recherche, y compris, c'est-à-dire cette transversalité de la construction et qui se fait non pas autour d'un homme ou d'une femme, mais qui se fait avec une construction de groupe et qui est un exercice d'intelligence collective et qui m'apparaît essentiel. Hein. Il n'y a pas de grand sauveur. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Il y a de l'intelligence collective à la française qui peut et qui montre, on a cette capacité-là. Je l'ai connue dans la lutte contre le VIH, et avec une communauté française qui a été au plus haut niveau. Eh bien, voilà, il faut qu'on reste sur les maladies émergentes autour de cette vision-là. Et la troisième, eh bien, c'est le fait que les avis ou les notes que nous avons produites, soit il s'agissait de commandes de l'État, et vous avez à juste titre, et on pourrait y revenir si vous voulez, évoquer l'idée des élections, hein, qui est quelque chose d'un peu compliqué, y compris dans notre tête. Hein. Bon. Mais aussi, on pouvait s'auto-saisir. Et vous savez, quand on s'auto-saisit, vous le savez bien, eh ben on est maître du monde, puisqu'on peut aborder n'importe quel problème et le poser sur la table, et il faut bien en face de soi qu'il y ait une réaction du politique, au sens général du terme. Donc l'autosaisine, et ça je pense, mais je ne sais pas, mes collègues appuieront pas, ou au contraire me désavoueront, que peut-être des agences de l'État qui ont à construire, qui ont dans une certaine mesure à justifier l'agence, à justifier
ce qu'elles ont fait, ce qu'elles n'ont pas fait, ce qu'elles vont faire, les moyens qu'elles vont avoir à discuter avec le ministère des Finances, le ministère de la Recherche, le ministère de la Santé à partir du mois de juillet, le nombre de TP qu'elles vont perdre ou pas. Nous, pas du tout. Hein. Et le dernier point, en effet, c'est qu'il faut que ça soit quelque chose de transitoire. Il y a un début, une fin, et on passe à autre chose. Et je m'avance un peu, mais imaginons qu'il y ait une deuxième vague et que la loi de crise sanitaire se remette, mettons, à partir de fin octobre, et donc recréer un conseil scientifique. Il m'apparaîtrait sain que ça ne soit pas le même. Il m'apparaîtrait très sain que ça ne soit pas le même. Qu'il y ait probablement 2-3 personnes qui restent pour avoir une sorte de transition. Mais sur le fond, il faudrait changer. Il faudrait avoir une vision un peu différente. Voilà. Plusieurs questions en rebondissant sur ce que vous avez évoqué. D'abord, la première chose, sans poser stricto sensu une question sur les masques, est-ce que la stratégie que vous avez définie, que vous avez suggérée à l'exécutif qui en a ensuite décidé, a été ou non déterminée par la disponibilité des masques, la disponibilité des tests, notamment. Et s'agissant des tests, il nous a été dit hier par Madame Chen qu'au fond, le test PCR avait été mis au point très rapidement par l'Institut Pasteur, sauf si j'ai mal compris, que mi-mai, on disposait d'un test. Et entre mi-mai et finalement la mise en place effective des tests et encore plus leur massification, on a le sentiment qu'il s'est passé... Est-ce que j'ai mal compris? On a dit mi-janvier, 7 janvier, 17 janvier, voilà. 10 janvier, saisine de l'Institut Pasteur. Voilà. Et donc, finalement, ça va assez vite. Puis après, on a l'impression que ça va pas vite du tout. Donc voilà. Est-ce que les moyens ont déterminé la stratégie? Première chose. Et puis, je me souviens, lors de votre audition, professeur Delfraissy, que vous aviez dit que par rapport aux capacités de l'Allemagne, il y aurait des leçons à en tirer pour la France. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les leçons que l'on peut en tirer. Deuxième chose, vous avez évoqué la question de la gouvernance, et c'est vrai que dans la constitution du Conseil scientifique, on a pu s'interroger de ce qu'elle se soit une nécessité fondée sur une insuffisance de notre système, de notre expertise en place, et notamment de Santé publique France. Alors vous avez un peu répondu, mais est-ce que vous avez le sentiment que, même si vous avez dit que ça devait être nécessairement transitoire, un conseil scientifique, mais que d'une certaine manière, c'était un outil qui manquait et qui mériterait par la suite d'être pérennisé sous une forme ou sous une autre. Confinement national versus régional, en fait, avoir fait un confinement national a permis aux régions qui n'étaient pas encore touchées de ne pas l'être. Et on savait que c'était quand même un virus qui avait une capacité de propagation extrêmement rapide. Et je comprends que la situation a pu être un peu étrange pour l'ouest de la France, globalement, où le virus a très peu circulé. Mais finalement, en figeant la situation au 15 mars ou 17 mars avec un confinement national, on a permis aux zones qui étaient préservées de le rester. Je pense que ça aurait été difficile de l'assurer au niveau qui aurait permis une diffusion. Et je pense qu'aussi le confinement a permis de reconstruire les éléments de la période de sortie qui était absolument nécessaire au 15 mai pour pouvoir aborder le moment où, ça y est, les gens pourraient à nouveau ressortir de chez eux et recirculer. Mais l'expérience qu'on a en tout cas du blocage des frontières, par exemple, on sait très bien que le blocage des frontières ne marche pas parce que les gens contournent. Et on gagne, en général, 5 à 10 jours sur la propagation d'une épidémie avec le blocage d'une frontière. Et je pense qu'à l'échelon, à l'intérieur d'un pays, il est encore plus facile de contourner que de le faire pour franchir une frontière. Je me trompe peut-être. Hein. Mais en tout cas, je n'en aurais pas pris le risque. Et je crois que le fait d'avoir confiné d'emblée à l'échelle nationale a permis finalement de préserver les régions de l'ouest de la France et de leur éviter de vivre une épidémie. De la même façon que les pays d'Europe, et je reviens là-dessus, qui ont confiné au 15 mars, comme pas seulement l'Allemagne, beaucoup, mais le Danemark, la Norvège, la Finlande, l'Autriche, la Hongrie, l'Estonie, la Grèce, le Portugal ont tous évité une épidémie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même très important et qu'il faut bien retenir. Donc de ce côté-là,
Je crois que c'était un choix qui était sage et qui finalement a été payant puisque ça a évité que l'épidémie gagne le reste de la France. Monsieur Abad, s'il vous plaît, vous me demandez la parole. Je préférerais qu'on laisse les réponses. Et je viendrai, puisque vous avez posé la question, je reviendrai là-dessus. Deuxième élément. Les écoles, que sait-on? Les écoles, c'est extrêmement difficile. Le modèle de la grippe, qui est un modèle différent, nous avait appris effectivement que les écoles sont des foyers très importants de transmission et de propagation des épidémies grippales. Maintenant, on savait qu'on n'était pas face à la grippe. Et moi-même, ayant travaillé sur le SRAS en 2003, je me souvenais très bien que pour le coronavirus du SRAS en 2003, les enfants n'avaient pas été touchés, sans qu'on ait jamais pu dire à l'époque, parce qu'il n'y avait eu que 8000 cas dans le monde. Hein. On n'était pas devant une épidémie qui a fait des dizaines de millions de cas comme celle d'aujourd'hui. Hein. On n'avait pu étudier que 8000 cas dans le monde pour le coronavirus du SRAS, mais je me souvenais très bien que les enfants n'avaient été que très peu touchés et que la question s'était toujours posée de savoir si les enfants n'avaient pas été touchés parce qu'ils n'étaient pas exposés, parce que c'était les adultes, soit parce que c'était des soignants, soit des personnes qui travaillaient dans des zones qui étaient exposées, qui avaient été infectées. Et ça avait été resté dans un coin de la tête. Et quand l'épidémie a redémarré avec ce nouveau coronavirus, ma première question c'était quel rôle les enfants vont jouer dans la transmission. Avec bien entendu en filigrane le rôle que pourraient jouer les fermetures des écoles. Les premiers éléments dont on a disposé n'étaient pas simples à interpréter. Très vite, on a su que les enfants faisaient des formes mineures de la maladie, et que très heureusement, et moi-même qui suis père de 4 enfants, on savait que les enfants, quand ils étaient infectés, soit feraient des formes asymptomatiques, soit des formes mineures de la maladie, mais heureusement très rarement des formes graves, dont vous avez entendu parler, mais qui restent quand même vraiment l'exception, et j'insiste là-dessus. En revanche, sur est-ce que les enfants peuvent être infectés et est-ce qu'ils peuvent être contagieux, très peu d'éléments. Est-ce qu'ils peuvent être infectés? On a des données discordantes. Quand vous regardez dans les familles, et ça c'est des connaissances qui sont accumulées depuis maintenant 3 mois, mais qui n'existaient pas au 12 mars, hein. On sait maintenant que finalement la probabilité d'être infecté au sein d'une famille, quand un adulte arrive qu'il est infecté, est la même pour tous les membres de la famille, y compris les enfants. Mais je parle de 3 études seulement. Je ne parle pas de corpus de littérature qui s'appuie sur une 50aine de publications. En revanche, quand vous faites des enquêtes transversales en population, sans vous intéresser à la cellule familiale, mais en population, là on voit que les enfants sont moins souvent infectés, et vraisemblablement parce qu'ils sont moins souvent exposés. Donc soit le virus arrive par le lien familial, et là les enfants peuvent être infectés, et au même titre que tous les autres membres de la famille, soit le virus n'entre pas par la famille, mais les gens sont exposés dans le milieu professionnel ou ailleurs, etc. Et finalement, les enfants, eux, sont protégés. C'est ce qu'on voit dans les enquêtes de prévalence, où la proportion d'enfants infectés semble plus faible. Les enfants, maintenant, est-ce qu'ils peuvent infecter les autres? Alors, dans les études familiales qui ont été menées, on s'est rendu compte que quand on testait les enfants, on retrouvait des PCR positifs chez des enfants qui n'avaient aucun symptôme ou des symptômes mineurs. Mais ils gardaient le virus pendant 8 à 10 jours dans la gorge, et ils excrétaient du virus dans les selles jusqu'à 1 mois. On sait aujourd'hui que le virus excrété dans les selles n'est probablement pas contagieux. C'est peut-être des débris génétiques, mais ce n'est pas du virus viable contagieux. Mais ça a été une inquiétude au début. En revanche, le virus qu'ils ont dans la gorge, c'est un virus potentiellement contagieux. Il y a 2 équipes, celle de Christian Drosten en Allemagne, qui est une des équipes les plus réputées au monde, et puis une équipe suisse, qui, en mesurant les charges virales dans la gorge des enfants, ont retrouvé les mêmes concentrations virales dans la gorge des enfants que chez des adultes. Il y a d'autres études, mais elles sont très peu nombreuses, 4 sur les doigts de la main, et une que l'on avait pu citer le 12 mars, que je n'ai pas citée, mais qui était dans Nature Medicine, qui est une revue quand même très réputée, qui montrait effectivement que là aussi, il y avait des concentrations virales chez les enfants qui n'étaient pas différentes des adultes. Donc on se retrouve dans cette situation où on apprend que les enfants font des formes très peu symptomatiques, mais que malgré tout, ils ont du virus dans la gorge, à des concentrations similaires à celles des adultes, et donc très peu d'éléments pour nous dire qu'ils ne vont pas être contagieux pour leur entourage. Ça, c'était le 12 mars. Et c'est ce qui nous a guidés dans notre décision de proposer un avis pour dire les écoles pourraient représenter un lieu de propagation du virus. Et c'était ça qui nous a guidés. Ensuite, les données sont venues peu nombreuses. Je mettrai d'un côté des études dans lesquelles nous avons été directement impliqués avec l'Institut Pasteur à Crépy-en-Valois, où on s'est rendu compte que dans un lycée, une épidémie avait touché les lycéens très largement. 38% des lycéens ont été infectés, 43% des enseignants, 59% des personnels non enseignants. C'était les 15 premiers jours de février. C'est une étude rétrospective. On a fait un dépistage sérologique fin mars, on a interrogé tout le monde sur les symptômes et on a reconstruit la courbe épidémique. Donc on sait que chez les lycéens,
le virus est capable de se transmettre comme chez les adultes. Vraisemblablement, les lycéens sont des adolescents et de fait, dans les manifestations cliniques de la maladie qu'ils font et dans la contagiosité qu'ils ont, assez proches des adultes. Et donc je pense que pour les lycéens et vraisemblablement les collégiens, il faut rester extrêmement prudent parce que, en tout cas, on a cet exemple d'une épidémie qui a très bien circulé dans un lycée. Dans les écoles primaires ou élémentaires et maternelles, il n'y a pas eu, à ma connaissance, une seule épidémie décrite, où que ce soit dans le monde, dont le foyer était une école primaire ou une école maternelle, enfin élémentaire ou maternelle. Nous avons mené cette même enquête à Crépy-en-Valois et les résultats vont être très prochainement publiés, qui nous laissent entendre qu'il n'y a pas eu de diffusion dans les écoles primaires, comme on aurait pu le redouter, mais surtout, on s'appuie sur les études internationales qui ont été menées, qui sont une étude en Australie, 5 écoles primaires, où il y a eu des introductions d'enfants infectés sans cas secondaires. En Irlande, où ils sont retournés sur tous les enfants infectés pour voir s'ils avaient transmis dans le milieu scolaire, ils n'ont rien retrouvé. Et puis il reste l'exemple des contamines en France, où un enfant de 9 ans symptomatique est allé dans 3 écoles et n'avait infecté personne. Donc pour l'instant, sur les écoles primaires, les données scientifiques que nous avons sont plutôt rassurantes. Il n'y a pas de risque zéro, comme vous le savez, mais on a l'impression que les enfants sont peu contagieux entre eux, peu contagieux pour leurs enseignants, et que de ce côté-là, un assouplissement des règles qui a été proposé d'ailleurs dans le contexte des écoles élémentaires me paraît raisonnable au vu des données dont on dispose. Donc c'est simplement pour vous dire aussi que ce que je vous ai résumé ici, c'est 3 mois de recherche, et c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit, que le 12 mars, vous pouvez relire l'avis qu'on avait proposé ce jour-là, parce qu'on a cité les publications scientifiques dont on disposait, et qu'il était effectivement très difficile ce jour-là de faire ce choix, qui a d'ailleurs été repris par l'ensemble des pays européens en tout cas, mais aussi parce qu'on était tous dans une certaine incertitude. Maintenant, avec la période qui s'annonce, je serai vraiment prudent du côté des collèges et des lycées du fait de ce qu'on a pu mettre en évidence, mais je dois dire qu'il n'y a pas eu d'autres études publiées à ce jour d'un lycée où le virus se soit transmis. Donc on a peut-être eu un phénomène tout à fait exceptionnel au lycée de Crépy-en-Valois, dont je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi il a eu lieu là et pas ailleurs. Et qu'en revanche, sur les écoles, chez les moins de 10 ans, on a le sentiment quand même que la transmission est beaucoup plus faible. C'est aussi corroboré par des études qui ont été faites par les pédiatres français, vous savez, hein, Robert Cohen notamment, des études en Islande, etc. Je ne vais pas vous les citer. Donc ça, c'était le point sur les écoles, et vous partagez avec vous ce qu'on sait puisqu'on ne sait pas. Et il y a toujours des choses qu'on ne sait pas. Il y avait le point sur les masques. Alors, la transmission de ce virus a été pour nous également vraiment un point d'interrogation. On était parti à nouveau, comme sur le coronavirus du SRAS, qui était finalement l'exemple qu'on connaissait le mieux, sur un modèle d'un virus à transmission respiratoire par des gouttelettes, ce qui veut dire que quand vous projetez des gouttelettes, vous pouvez toucher quelqu'un à une distance de 1 mètre, d'où la nécessité de porter un masque pour éviter d'émettre ces gouttelettes, ou pour la personne de mettre un masque qui au moins protégera le nez et la bouche pour éviter que les gouttelettes tombent dessus. Et puis si les gouttelettes tombent sur les surfaces, eh bien, hygiène des mains est très importante, parce que si vous ramassez le virus, vous pouvez après, en touchant votre main, vos yeux, vos bouches, ce qu'on a beaucoup l'habitude de faire et que j'ai désappris à faire, mais qui est quand même très difficile, vous pouvez vous infecter. Donc ça, c'est le modèle gouttelette. Et puis, le SRAS nous avait appris que les personnes n'étaient contagieuses que 3 à 4 jours après le début des symptômes. Et c'est ce qui nous a permis de contrôler le SRAS. Parce que les gens étaient symptomatiques pendant 3 jours avec de la fièvre et de la toux, pas encore contagieux. S'ils étaient diagnostiqués, ils pouvaient être isolés et ils n'avaient pas encore contaminé d'autres personnes. Et c'est grâce à ça qu'on a arrêté le coronavirus du SRAS. Et mon secret espoir, quand cette épidémie a démarré, était que ce nouveau coronavirus se comporte de la même façon. Malheureusement, en février, première publication qui nous arrive, nous apprenant qu'il y aurait eu des transmissions chez des gens qui n'étaient pas encore symptomatiques. La première publication, on la regarde toujours d'une façon critique. Quand vous remettez en cause un dogme, à la fois en tant que scientifique, moi c'est ce qui me passionne, c'est toujours de me remettre en question et de me dire « tiens, c'est pas pareil, c'est intéressant », mais on est critique. Et d'ailleurs, la publication du New England Journal of Medicine a été critiquée, des gens disant que la personne qui était censée ne pas avoir de symptômes, en fait, avait des symptômes, qu'elle avait été mal interrogée. Ça a été toute une polémique dans le milieu des scientifiques qui a duré 15 jours. Mais d'autres publications sont venues, et il est devenu avéré vers la fin février que des transmissions à la période pré-symptomatique, donc avant le développement des symptômes, étaient possibles. On a même appris entre-temps que des gens pouvaient faire des infections sans présenter aucun symptôme, et on pense qu'ils peuvent être contagieux, probablement moins parce qu'ils n'ont pas de symptômes.
Tout ceci, donc, nous remet un peu en cause par rapport à notre dogme. Et, comme je le disais, si le SRAS a pu être contrôlé parce qu'on était contagieux seulement après le début des symptômes et parce que tout le monde avec le SRAS faisait des formes symptomatiques, on se retrouve devant un virus qui est transmissible avant le début des symptômes, avec des gens qui peuvent même ne présenter aucun symptôme ou des symptômes mineurs. Et son contrôle devient extrêmement difficile. Et c'est là, évidemment, que les masques montent en puissance, parce qu'on se dit à ce moment-là qu'effectivement, si les gens peuvent n'avoir aucun symptôme et être contagieux, il faut que tout le monde porte des masques pour protéger les autres, parce que si vous êtes présymptomatique, vous pouvez mettre des gouttelettes, et vous vous protégez en face. Et l'importance du masque, vraiment, à ce moment-là, devient beaucoup plus évidente. Là où les choses se sont encore compliquées, c'est quand on s'est rendu compte que ce virus était en concentration extrêmement élevée dans le fond de la gorge, jusqu'à 1000 fois supérieure aux concentrations qu'on avait avec le coronavirus du SRAS, qui est un virus qui était au fond des poumons. Et dès lors, les personnes qui sont porteuses de ce nouveau coronavirus, avec des concentrations 1000 fois supérieures à celles que d'autres virus respiratoires ont dans le fond de la gorge, sont capables d'émettre des quantités très importantes, y compris en parlant. Et c'est là qu'interviennent un nouveau mode de propagation qui n'est encore pas prouvé, mais qui devient de plus en plus plausible, qui est celui de la transmission par ce qu'on appelle les aérosols, c'est-à-dire que des particules qui font seulement quelques microns de diamètre, toutes petites, qui restent en suspension dans l'air, qui ne tombent pas immédiatement, qui peuvent rester 12 heures en suspension dans l'air, peuvent contenir un ou plusieurs virus, alors qu'elles sont de quelques microns de diamètre seulement, parce que vous avez des concentrations extrêmes de ce virus dans le fond de la gorge, et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avec le coronavirus du SRAS. L'ensemble du conseil scientifique considère que compte tenu de ce qui se passe dans l'hémisphère sud, de l'ensemble des particularités de ce virus, qui est un coronaro, mais qui ressemble finalement à ce qui est en train de ce qui s'est passé avec un virus grippal, considère que le risque d'une deuxième vague, d'une vraie deuxième vague, pas d'une réapparition, venant de l'hémisphère sud et revenant sur le nord, et en particulier en Europe, fin octobre, ou en novembre, ou en décembre, est un risque qui doit être considéré. Ceci a été annoncé aux autorités politiques de ce pays, notre position là-dessus, et donc il faut le préparer, et ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés le 12 mars. Et c'est bien là l'enjeu, finalement, de comment faire pour qu'on ne revive pas le 12 mars. Le deuxième point du Conseil scientifique est de considérer qu'un confinement généralisé tel qu'il a été mis en place le 12 mars ne sera pas ni possible, ni ne sera souhaitable, ni pour aller au fond des choses, ne serait accepté par la population française. Pour de multiples raisons. On met souvent les raisons économiques au début, elles ne sont pas seulement économiques, elles sont également d'ordre sociétal. Elles sont, et c'est une question qui se posera et qui va se poser pour vous les politiques, de comment, à ce moment-là, faire pour probablement tenter d'expliquer à nos populations qu'il va y avoir une population jeune qui a peu de risques, qui peut travailler, qui peut aller à l'école pour les plus jeunes, qui peut continuer à travailler en prenant l'ensemble des précautions et en étant évidemment extrêmement strict, mais où on laisse finalement une certaine forme de vie qui s'installe, et de l'autre côté, des populations plus âgées, plus à risque, qu'il va falloir protéger. Alors pas les protéger malgré elles, mais en étant quand même si de nouveau on m'accuse, je dirais, de vouloir ostraciser cette population, dont je fais partie, donc je suis assez à l'aise, eh bien, si ça devait se produire, il faudrait conseiller, toujours avec leur acceptation, à cette population plus fragile, eh bien, d'avoir un confinement partiel, mais qui serait évidemment plus important. Monsieur le professeur Delfraissy, mesdames, messieurs les membres du conseil scientifique, je tiens également à m'associer à mes collègues pour vous remercier pour
prendre le risque de vous exposer comme ça, alors qu'on a l'habitude d'être dans un travail ou de clinicien ou de chercheur, et que c'est un risque surajouté un peu compliqué parfois à devoir gérer, notamment pour tous ceux, et notamment je pense que les politiques sont coupables de ce côté-là, de penser qu'on a toujours un consensus scientifique et qu'on n'a pas le droit de changer d'avis et de se remettre en question, ce qui est plutôt sain dans notre métier comme médecin ou comme chercheur, et qui est peu compris en politique. On a l'habitude d'avoir des assertions un petit peu faciles. Donc, face à cela, il y a eu quand même des étapes et un peu difficiles à comprendre pour les gens, puisque certains disaient blanc, d'autres disaient noir, et à des chronologies différentes. Et notamment sur les tests, par exemple, ou sur les masques, on a souvent eu l'impression que du côté politique, on niait l'importance de certaines stratégies plutôt pour expliquer, pour justifier les manquements. Et moi, j'ai cru comprendre, Monsieur Delfrécy, que vous, en tout cas, vous sembliez convaincu très tôt, tout début mars, de l'importance de ces tests massifs. Et on était là encore 10 jours avant les annonces de Tedros à l'OMS, et 10 jours avant le même moment où Jérôme Salomon dit que ça n'a aucun intérêt de tester massivement pendant la période aiguë de propagation de la maladie. J'aimerais que vous me précisiez sur ce point. Et ensuite, sur les questions de... Je ne vous ai pas beaucoup entendu au moment où il y a le scandale sur le Lancet. Et là, j'aimerais juste savoir ce que vous pensez, ou ce que vous avez exprimé, ou ce que vous avez pu conseiller au président de la République ou au ministre de la Santé. Moi, je ne sais toujours pas. J'ai mené une partie d'investigation en direct. C'est moi qui ai identifié l'employée fictive qui était censée être directrice des ventes et qui était une dame qui faisait des photos de charme. On a tiré sur le fil de mensonge, comme dirait l'autre. On a trouvé les autres choses. Si on pouvait revenir au sujet. Moi, je voudrais savoir si c'est le sujet. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu des choses graves, il y a des décisions au niveau international qui ont été prises d'arrêt des études sur l'hydroxychloroquine, puis de reprise, puis aujourd'hui d'arrêt pour d'autres raisons. Qu'est-ce que vous avez eu comme information? Est-ce qu'il y a des données ethniques qui ont été utilisées sur les patients français, comme c'était dit dans cette étude ou dans celle du New England? Est-ce qu'elles ont été collectées? Est-ce qu'elles sont fantasmées? Est-ce qu'elles existent? Est-ce que vous avez eu des informations précises sur les patients français qui auraient été échantillonnés pour une de ces deux études? Ou est-ce que tout ça est fantôme? Cette société est-elle fantôme? Tout ça est-il fictif? Qui est derrière cette escroquerie? J'aimerais que vous puissiez répondre, puisqu'on n'a pas eu encore les réponses du ministre de la Santé ou du DGS sur cette question. Merci. Je n'avais plus... Ah si, Monsieur Pancher, pardon, excusez-moi. Oui. Monsieur le Président, le Conseil scientifique est créé par le Président de la République début mars, alors qu'il existe déjà des instances scientifiques structurées. Vous l'avez rappelé, notre groupe avait relevé les difficultés pour une instance de ce type, créée ex nihilo, et avait d'ailleurs demandé que l'on s'appuie sur des structures existantes comme le Haut Conseil pour la santé publique. Votre structure est constituée de personnalités très compétentes, mais vous avez rendu des avis parfois tardifs, et aussi, hélas, après que les décisions politiques étaient rendues. Lorsque le président de la République s'adresse aux Français le 12 mars, vous ne vous êtes réunis qu'une seule fois avant pour votre installation. Le président fait des annonces lourdes de conséquences, mais vous ne rendez public que votre avis le lendemain de son intervention, soit le 13 mars. Le 15 avril, vous vous rendez à la convocation de notre mission d'information sur le coronavirus. Nous apprenons ainsi que les Français, que vous prenez quelque peu vos distances sur la sortie généralisée du confinement le 11 mai, vous nous l'avez rappelé. Il m'était apparu aussi que votre Conseil n'était pas favorable au confinement total, qu'il y avait eu des débats dans vos instances. Je vous demande lors de cette audience si c'était le cas. Vous ne m'avez pas répondu précisément. Je vous écris quelques jours plus tard pour repréciser ma demande. Toujours pas de réponse. Je suis certain que cette non-réponse, un parlementaire membre de la mission, d'une mission de notre Assemblée, n'est due qu'à une lourdeur des tâches et aucune critique sur ce sujet, ainsi qu'à l'insuffisance de moyens du Conseil scientifique. En cette période de crise, la confiance dans les rouages de l'État est essentielle, c'est la clé de la réussite. Cependant, outre les absences de transparence dans la gestion des masques et des tests, il y a eu quand même des questions de méthode. J'apprends par ailleurs par la presse que vous avez demandé des moyens pour créer un comité de liaison avec la société. Je sais que vous défendez la démocratie sanitaire. Je partage cette vision, mais pourriez-vous nous dire quels furent les manques dans ce domaine et ce que vous préconisez pour l'avenir ? Merci. Si vous le permettez, j'aurais voulu donner la parole à Madame Boanma, parce qu'on a eu une seule question
sur les respirateurs et sur la réanimation en France. Et j'aimerais bien savoir comment on abordera aussi la seconde phase, puis ensuite pour les réponses aux autres questions. Merci. Vous voulez que je vous parle des respirateurs? Pardon. Comment nous avons vécu la crise? Comment on va faire pour la suite? Alors, vous savez que nos services de réanimation, on en a 5000 lits. Qu'en fait, ces lits sont en fait zéro, puisque ces lits sont occupés habituellement, et qu'on a eu la chance de découvrir que pendant le confinement, il y avait un certain nombre de pathologies qui diminuaient, même si le confinement a eu des effets délétères. On a pu accueillir un grand nombre de malades, 7000, puisque le nombre de malades qui arrivent habituellement dans nos services a largement diminué. Mais ces 7000 lits, il a fallu en créer 2000 de plus, et puis un petit peu plus, puisque certains patients sont quand même arrivés dans nos services de réanimation. Alors, l'organisation, il faut y réfléchir à l'avance pour la prochaine vague, parce que ce qui s'est passé, c'est que chaque hôpital, chaque structure de soins a progressivement augmenté sa capacité en trouvant des lits dans des structures qui ne sont pas adaptées à la réanimation, qu'on a rapidement essayé d'adapter à la réanimation. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas renouveler, et qu'on peut dès à présent réfléchir à comment on ouvrira les lits, dans quel ordre, dans quels hôpitaux, à quel endroit, et les adapter dès maintenant à des soins de réanimation qui ne seront pas comme dans des services de réanimation, mais qui pourront être bien meilleurs. Sur les respirateurs, je peux répondre. Des respirateurs, bien évidemment, on a failli en manquer. Dans mon service, tous les soirs, se posait la question de savoir si on pourrait ventiler le prochain malade. On a utilisé des ventilateurs de domicile qu'on a demandé à des sociétés privées. Il y a un certain nombre de ventilateurs qui ont été fabriqués, qui sont des ventilateurs de transport, qui ont été fabriqués en urgence, qui ne sont pas adaptés à la ventilation de malades qui ont le coronavirus à la phase aiguë, dont on pourrait penser quand même qu'ils pourraient avoir une utilité si un grand nombre de malades arrivent en réanimation, puisque à un moment donné, ces patients sont en phase de sevrage de la ventilation et qu'on peut éventuellement mettre ce type de respirateur, mais ils ne sont quand même pas d'un grand niveau. Et puis surtout, il ne suffit pas, pour faire de la réanimation, d'avoir des respirateurs. On pourrait bien en avoir 10 000, 30 000. Il faut des gens, il faut des médecins, il faut des soignants, il faut des bouteilles d'oxygène, et ça, on ne l'a pas. Donc 10 000 ventilateurs, je ne vois pas très bien, moi personnellement, comment on aurait pu mettre le personnel derrière. Voilà. Sur les stocks de médicaments, il y a eu un flou pour les cliniciens au lit du malade sur quel était l'état des stocks, comment ces stocks allaient être distribués dans mon hôpital. Effectivement, au bout d'un certain temps, tout était réquisitionné et la façon dont on allait obtenir les médicaments n'était pas extrêmement claire. On a fait d'ailleurs des notes d'alerte sur ça, puisque l'incertitude pour un soignant ajoute un niveau de stress supplémentaire. Je ne sais pas répondre à la question de savoir comment aujourd'hui les stocks sont pourvus et comment ces stocks vont être distribués si une crise à nouveau apparaît. Sur la pénurie d'un certain nombre de médicaments de type curare, enfin destinés aux malades en réanimation, qui sont, on l'a rappelé, des malades très particuliers, que nous avaient d'ailleurs pas décrit les Chinois à l'OMS, pour être clair. C'est-à-dire ces patients très lourds, de 3 semaines de ventilation, etc. Les Anglais ont eu le même problème. Et on a été en contact avec des collègues anglais. Le milieu associatif s'est beaucoup bougé sur le sujet, et avec plusieurs notes d'alerte, mais au niveau européen. C'est-à-dire que il y a eu véritablement dans différents pays, parce que tout d'un coup, à un temps donné, en tout cas pour des pays riches comme les nôtres, permettant de ventiler une série de nombreux patients, quelque chose qu'on n'avait jamais connu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mieux faire, il faut anticiper pour le reste. Et ça pose aussi le problème de la souveraineté, mais ce n'est pas notre objet là, mais vous en entendrez sûrement parler dans d'autres auditions, de la capacité de chacun des pays à pouvoir fabriquer des produits de base pour ses propres médicaments nécessaires. Et c'est une vraie grande question. Vous n'aviez plus rien à rajouter? Oui. Monsieur Pancher. Merci. Si, pas du tout.
Alors, d'une part, Bruno, est-ce que tu peux répondre rapidement à 2-3 questions sur les tests qui avaient été posés, c'est-à-dire le positionnement par rapport aux tests, est-ce qu'il y a d'autres types de tests possibles? Voilà, il y a eu ces 2 types de questions. Et puis, j'ai bien noté toutes vos questions, avec attention. Bien. Donc, de pouvoir... Oui, allez-y, très monsieur rapidement. Quand on parle de tests virologiques, essentiellement. Je ne parlerai pas des tests sérologiques, qui sont là des tests qui sont en cours de déploiement et qui sont complémentaires des tests virologiques. On cherche des alternatives pour avoir des méthodes de prélèvement plus simples, et on cherche des alternatives pour avoir d'autres techniques de prélèvement. Le prélèvement plus simple qui est le premier testé, c'est le prélèvement salivaire. Ce prélèvement salivaire pose des problèmes méthodologiques, pas de collecte, mais d'analyse. C'est compliqué d'analyser le contenu d'une salive, et c'est plus compliqué que d'analyser le contenu d'un prélèvement nasopharyngé classique. Mais c'est beaucoup plus facile. Donc il y a des travaux en cours. La deuxième chose, c'est qu'on a des techniques qui évoluent. On a des systèmes qu'on appelle de lampes PCR, qui sont de la PCR isotherme, qui sont plus rapides et qui semblent avoir les mêmes capacités analytiques, c'est-à-dire que ça détecte aussi bien. Et c'est des petits dispositifs mobiles qui pourraient avoir une excellente sensibilité et qui pourraient être utilisés en biologie déportée et donc complémenter les tests PCR. Et puis il y a d'autres alternatives aussi qui sont des tests antigéniques qui pour l'instant n'existent pas, ou ceux qui existent en tout cas sont de qualité extrêmement médiocre, avec des taux de sensibilité de l'ordre de 25 à 30%, donc on rate 70% des patients, ce qui n'est pas acceptable. Et il y a après des travaux de recherche sur d'autres types de tests, notamment sur air expiré ou autres. La philosophie sur les tests massifs, en fait, elle vous a été expliquée tout à l'heure. C'est vraiment l'idée d'avoir une identification précise, mais ça doit être combiné avec les mesures d'isolement et le contact tracing pour pouvoir casser les chaînes de transmission. Donc c'est quelque chose qui est très important et qu'il faudra activer lors de la deuxième vague de façon abondante. Une question sur le scandale du Lancet. Le Lancergate, bon, écoutez, non, on n'a pas du tout... voilà, on avait d'autres enjeux avec la Vicette. Je pense je sors de là, moi, avec un certain malaise, je ne vous le cache pas, parce que la science, la médecine, de façon générale, et pas qu'en France, contrairement à ce qu'on dit, sort de là quand même un peu bousculé. On a vu d'abord de très nombreux non-sachants devenir des sachants sur les réseaux de télévision divers et variés. On a vu des choses, des effets d'annonce, des commentaires, on continue à en voir. Enfin, moi, vraiment, on est au-dessus de ça. C'est pas l'objet. Mais finalement, j'ai un certain malaise et où il va falloir qu'on resserre les boulons là de façon importante pour que, une fois de plus, la confiance avec les Français, ce qui est quelque chose de très fondamental, où on a un modèle français de relation médecin-patient qui est bonne, qui est bien supérieure au milieu anglo-saxon. Je pense que là, elle a été un peu touchée. Je l'avais déjà perçu dans les états généraux de la bioéthique, où il y avait une remise en cause d'un certain nombre de la place de la relation entre les patients et les médecins. Et là, je pense qu'il va falloir vraiment qu'on reconstruise quelque chose de cohérent et en étant inclusif, en tenant compte de tout ce qui s'est passé et en étant inclusif sur le sujet, mais que c'est un vrai point. Ensuite, sur la démocratie sanitaire, écoutez, c'est un sujet où il est 1h de l'après-midi, je pourrais y passer, parce que c'est un sujet qui m'est cher, comme vous le savez. Je crois que la construction dans ce problème très particulier, qui est la santé pour nos concitoyens, elle se construit avec un triangle. Et ce triangle, il comprend le politique et vous-même, les députés et les sénateurs, qui prenaient les décisions et qui votaient les lois. Elle se construit avec les experts et les médecins que nous sommes, et elle se construit avec les citoyens. Et que c'est ce triangle qui fait que, parce que la santé, ça touche directement tous les citoyens. Il y a d'autres sujets qui touchent nos citoyens, mais là, ça les touche particulièrement, et on voit bien comment, là, ça s'est particulièrement passé. Alors, est-ce que ce triangle a été parfaitement respecté ? Moi, je suis issu du milieu VIH, où on a construit ça, avec le milieu associatif, et qui nous a fait beaucoup bouger. Une fois de plus, la maladie n'appartient pas aux médecins,
c'est la maladie d'un chacun, et le médecin est là pour accompagner un patient. Hein, c'est un vrai changement radical de vision. Est-ce qu'on l'a construit complètement dans le Covid de ce type? Non, je ne pense pas. Je pense que voilà, la construction d'un comité de citoyens aurait été quelque chose d'important. À mes yeux, ce n'est pas trop tard. Donc j'en profite, c'est pour ça que j'en profite aussi pour assister là-dessus. Je le dis publiquement aujourd'hui, je pense que la constitution d'un comité de liaison citoyenne, ce n'est pas un comité Théodule, il peut se construire, je ne sais pas exactement comment, s'appuyant sur des choses déjà existantes, comme le CNS, comme... bon, il y a toute une série de choses qui pourraient aider à le construire, on l'avait proposé comme tel, permettrait par exemple d'avoir une réflexion sur, il y a une deuxième vague, comment construit-on la réponse citoyenne, comment fait-on accepter, entre guillemets, un certain nombre de décisions difficiles, comment anticipe-t-on les problèmes générationnels qui risquent de se poser, quelle réflexion vraiment il y a sur la table, et ça serait probablement quelque chose d'intéressant. Donc voilà, écoutez, je termine, juste pour dire que d'abord je vous remercie d'avoir passé autant de temps avec nous. Premièrement, je remercie une fois de plus l'ensemble des membres du comité scientifique. Et finalement, j'ai quand même deux messages pour terminer. Le premier, c'est anticiper pour mieux préparer. Et le deuxième, c'est, mais vous aurez l'occasion de le revoir lors de vos différentes auditions, je pense quand même qu'il y a en France à avoir une vraie réflexion sur l'avenir de la santé publique et la construction de la santé publique. Merci, monsieur. Monsieur Ciotti voulait rajouter quelque chose et on conclut la réunion. Monsieur Delfrécy, vous n'avez pas répondu à ma question, s'il vous plaît. Non, mais excusez-moi, Madame la Présidente. C'est une commission d'enquête, j'ai le droit d'avoir une réponse à mes questions. Je suis désolé. Vous aurez les réponses à vos questions. Juste une réponse par écrit. précise. Merci. Sur le fait, est-ce que vous étiez pour la généralisation des tests dès début? Non, je ne vous ai pas. Allez-y. Et l'autre question. Vous me dites que vous êtes au-dessus de ça. Allez-y, monsieur Ciotti. Je veux juste savoir. Mon droit de parler, bon sang. Je veux juste savoir, monsieur Delfrécy, si vous avez été consulté en même temps que le HCSP sur l'analyse de cet article, puisque ça a mené à des décisions dramatiques. Et monsieur Sanforger, et simplement que vous me répondiez oui ou non. Auditions. Je vais vous rappeler ces règles. Non, mais vous allez répondre, bien sûr. Je vais vous rappeler juste une chose, c'est que je préside. D'accord? Et personne n'a remis en question jusque maintenant. Et c'est pas parce que vous n'avez pas la réponse satisfaisante. Vous me le dites, on le redemande par écrit, on l'aura, c'est public, c'est versé. Ça suffit. Je réponds très rapidement. Non, nous n'avons pas... Bon. Et nous ne nous sommes pas saisis sur les données du Lancet. Ce n'était pas notre rôle. Ce n'était pas notre rôle. Et nous n'en sommes pas saisis. Nous ne sommes pas saisis ni sur les données du Lancet dans un premier temps, les données elles-mêmes, on les a lues comme tout le monde, je suis un scientifique comme tout le monde, toute la table les a lues bien sûr. Et deuxièmement, sur ce qui s'est passé, sur l'interprétation de ces données du Lancet. Voilà. Nous n'avons eu aucun rôle là-dedans, c'est, je vous le rappelle, des décisions prises par, alors là, des agences comme le Haut Comité de Santé Publique, etc. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Et sur les tests, je pense que Bruno Lina vous a répondu. Ma vision sur l'utilisation des tests, je dirais de début mars, c'était une utilisation assez large des tests dès qu'on pouvait les avoir. Je vous rappelle qu'on était, une fois de plus, redonnons les chiffres, 3 000 à 4 000 tests, que nous rentrons en confinement et que donc la stratégie, elle était double de notre part, et notre conseil, il était double. Premièrement, débrouillons-nous pour fabriquer les tests et avoir accès aux tests le plus vite possible. Et avec Bruno, on s'est beaucoup mouillé la chemise là-dessus dans un premier temps. Et pour arriver finalement à un point de sortie qu'on envisageait plutôt fin avril ou début mai, avec plusieurs dizaines de milliers de tests par jour, ça c'était évidemment la première priorité. Et la deuxième priorité, si on a des tests et entre-temps, chez qui les utiliser, et nous avons, j'ai les dates exactes, mais je pourrais vous les donner précises, recommander que les tests soient particulièrement utilisés au sein des EHPAD. Je crois qu'on avait déjà eu les réponses d'ailleurs, mais bon.
Merci, Madame la Présidente. Juste en vous remerciant, Mesdames et messieurs le Président, simplement, vous avez évoqué à plusieurs reprises, vous-même, Monsieur le Président, et également le professeur Lila Boadma, des notes que vous avez adressées, des notes d'alerte qui, je pense, s'insèrent dans un cadre différent que vos avis publics. Je vous le demanderai peut-être par écrit, mais si vous pouvez nous communiquer les notes d'alerte, vous avez évoqué dans votre propos liminaire des notes informelles adressées au pouvoir. J'imagine que ce ne sont pas des notes publiques, mais notre commission aimerait en avoir connaissance. Je vous remercie beaucoup. Je peux vous répondre très vite. Il y a 3 ou 4 notes de ce type. Elles seront. Et après, ce que j'ai voulu évoquer par de l'informel, c'était surtout du coup de téléphone. Hein. Attention, j'ai eu un coup de fil justement de telle région, etc., qui me fait dire que, voilà, et vous pouvez le comprendre. Mais sur les 3 ou 4 notes non publiques, bien sûr. Vous venez d'entendre Jean-François Delfraissy, il a justifié le recours à un confinement total. Nous n'avions pas le choix. Le président du Conseil scientifique a déclaré que le risque d'une deuxième vague à l'automne devait être considéré. Cette audition et toutes celles de la commission d'enquête sont à revivre tout l'été sur LCP et à retrouver sur notre site internet lcp.fr.